Donc bonjour à tous, je vais vous parler de la plateforme analytique Panoply et notamment des origines de la plateforme. Sa création date du début 2016 suite à un rapprochement entre GEOPS et le LSCE. Il y avait en fait de fortes collaborations scientifiques entre les deux laboratoires et il y avait aussi des collaborations sur certains achats de matériel qui avaient démarré quelques années en amont, notamment en 2006 avec l'achat d'un DRX, en 2010 avec l'achat d'un MC ICP-MS et en 2015 avec l'achat du spectromètre de masse par accélérateur EcoMicadas. Et donc, cette plateforme a vu le jour en réunissant la plupart des instruments des deux laboratoires. La plateforme, alors ce qui est à noter, c'est que la plateforme est distribuée dans les équipes de recherche. Ce n'est pas une plateforme analytique au sens strict plateforme de service, comme on pourrait l'entendre. Rôle et enjeu de la plateforme, en fait, donc ce qu'il s'agissait de faire, c'est de structurer notre parc instrumental afin de gagner en visibilité à la fois au niveau du paysage local, notamment concernant les financements et puis la visibilité au niveau des collectivités et des universités, principalement Versailles-Saint-Quentin et Paris-Saclay. Au niveau du national et de l'international, donc pour ça, il y a eu création d'un site web dont on parlera un petit peu plus tard. Et puis auprès des différents laboratoires académiques et non académiques, les industriels qui s'implantent notamment sur le plateau de Saclay. Et afin de renforcer notre potentiel pour réaliser des prestations et services analytiques, nous avons publié des tarifs au bulletin officiel du CNRS. Ce que l'on souhaitait aussi, c'est mettre en commun les savoir-faire et les compétences techniques et analytiques des différents personnels des deux laboratoires, renforcer notre capacité en ce qui concerne les projets d'innovation et de développement, ce qui fait partie intégrante en fait du mode de fonctionnement de la plateforme, renforcer nos capacités de demande instrumentale pour l'acquisition de nouveaux instruments, donc mutualiser et avoir une force de frappe plus importante pour les appels d'offres, et puis une plateforme de pointe pour la formation à la recherche qui fait quand même partie en fait de notre ADN. Donc, le pilotage de la plateforme se fait via un comité de suivi qui est renouvelé tous les 2 ans. Nous sommes d'ailleurs en période de renouvellement du comité. Il y a 16 membres, 8 élus et 8 nommés par les deux directions de GEOPS et du LSCE, afin qu'il y ait une représentation générale de toutes les équipes de recherche impliquées dans la plateforme. Donc, le fonctionnement, le mode de fonctionnement de la plateforme se fait via 3 groupes de travail. Donc, un groupe de travail sur l'animation scientifique et technique qui permet d'organiser des journées scientifiques, permet d'organiser aussi des formations ou des ateliers techniques. Et il y a en parallèle des groupes techniques qui se sont formés sur les instruments qu'on a le plus au laboratoire, donc notamment les IRMS, autour des IRMS, des ICP ou de la chromatographie. Il y a un deuxième groupe de travail qui s'occupe de la gestion des données de la recherche, donc qui réfléchit sur la gestion des échantillons et des données, et aussi sur la science ouverte. Donc là, il y a un effort qui est mis en avant, notamment sur tout ce qui est en rapport avec HAL. Donc essayer de bien tout faire, mettre les CV, sortir les publis, et tout ça, c'est référencé directement sur le site internet aussi, ce qui donne de la visibilité sur toute la production scientifique de la plateforme. Et enfin, le troisième groupe de travail sur l'aide à l'innovation et au développement, qui est là pour accompagner à la fois techniquement et essayer de structurer les personnes et les compétences afin d'effectuer des développements ou des projets collaboratifs au sein des deux laboratoires, et aussi qui s'occupe de la gestion du Fab Lab, donc, qui a ouvert l'an dernier et qui donne accès à certaines instrumentations ou certains matériels communs qui peuvent être utilisés pour les gens qui ont envie de faire du développement. Donc, la plateforme, elle est organisée autour de 13 équipes de recherche, donc 7 au LSCE et 6 à GEOPS, ce qui représente à peu près 150 permanents et non permanents. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail des composantes, mais il y a des chercheurs, il y a des ITA, il y a des CDD, tout le monde est représenté. Ensuite, ça représente donc une soixantaine d'instruments. Alors, quand je dis instruments, ce sont des gros instruments, hein, pas des balances.
Et on regroupe ça autour de 4 grandes thématiques. La géochronologie, alors j'ai représenté ça donc sur la partie gauche de l'écran avec les systèmes de graphitisation pour la matière organique dédié à la mesure du carbone 14. Donc ça, c'est un système industriel donc qui a été acheté clé en main. Et puis en dessous, vous avez un système de graphitisation pour le CO2 qui a été entièrement pensé, développé et fabriqué en interne au LSCE. Donc voilà, donc on a des capacités à réaliser des systèmes innovants qui permettent de faire différentes choses. On le verra sur d'autres applications par la suite. Donc la paléoclimatologie et paléocéanographie. Donc ici, j'ai mis en avant le MCIC-PMS avec le laser. Les transferts sédimentaires, diagénèse des ressources. Donc là, je mets en avant les compteurs gamma, donc avec une salle bien particulière aménagée dans le bâtiment. Je ne sais pas s'il y a une visite de prévue de l'instrumentation. Pas cette fois-ci. Bon, c'est dommage. Ou à la pause, peut-être qu'on peut faire, pour certains que ça intéresse, aller faire un petit tour. On verra. Et puis enfin, transfert de l'eau et des contaminants dans les hydrosystèmes. Donc là, mise en avant d'un IRMS. Il y a beaucoup d'IRMS sur la plateforme. Il y a entre 12 et 15 IRMS. Je suis incapable de vous donner le nombre aujourd'hui. Voilà, donc là, pour les analyses des isotopes de l'eau. Donc ensuite, au niveau type d'analyse, on a dissocié ça en 4 types d'analyse. L'analyse minéralogique, donc ce sont des instruments qui sont principalement situés sur AGEOPS, c'est leur cœur de métier. Donc là, je mets en avant un MEB qui est arrivé l'an dernier au laboratoire, donc dernière génération, ainsi qu'un diffractomètre de rayon X, arrivé aussi l'an dernier et implanté AGEOPS. Analyse élémentaire et moléculaire. L'analyse élémentaire, c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps avec des ICP. Là, je mets l'ICP-MS triple quad, qui est le dernier arrivé au laboratoire. Et moléculaire, la partie moléculaire est en fait plus récente, mais qui est en train de se développer, de prendre de l'ampleur, et notamment à travers l'acquisition de nouveaux instruments. L'analyse isotopique, qui est aussi une des grandes forces du laboratoire. Là, je mets en avant un système de spectromètre laser. Alors, ce n'est pas forcément les classiques qu'on connaît. On connaît les Picaro, pour ceux qui connaissent un peu ce genre de choses-là. Là, c'est un Los Gatos qui a implanté AGEOPS et un ICP-MS HR implanté aussi AGEOPS. Mesure des éléments radioactifs. Donc, on remet les compteurs gamma et on remet l'accélérateur, le spectromètre de masse par accélérateur ECO-MICADAS, qui lui est implanté ici. Donc, c'est vrai que si on avait 5 minutes pour les faire aller voir l'accélérateur, ce serait peut-être pas mal. Donc, le premier thème, la géochronologie. Je vous laisserai lire. Je me concentre encore une fois sur les instruments. Donc, les instruments, en haut à droite, vous avez le dernier IRMS, donc Isotopix NGX 600, qui est arrivé maintenant il y a 3 ou 4 ans, qui est de dernière génération, qui est dédié à la mesure des isotopes de l'argon, qui offre des précisions inégalées. Donc, c'est vraiment une très belle acquisition. Et à côté, vous avez une ligne d'introduction qui a été entièrement réalisée au laboratoire. Donc ça, c'est pareil. On a de très grandes compétences pour tout ce qui est système de lignes spécifiques couplées au spectromètre de masse. Ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis des dizaines d'années en fait au laboratoire. En bas, on a une photo du laboratoire donc, qui concerne le moléculaire avec IRMS, chromatographie et analyseur élémentaire. Donc, l'IRMS est en voie de renouvellement. C'est un vieil IRMS, un Delta XP de Thermo. Donc, on attend bientôt la nouvelle génération. Et puis, en bas à droite, donc là, on part sur un magnétomètre. Donc, il y a énormément d'activités autour de tout ce qui concerne le magnétisme au laboratoire. Et pour tout ce qui est champ faible, il a été aménagé une chambre amagnétique, donc qui permet de s'isoler du champ magnétique terrestre, ainsi que de toutes les perturbations magnétiques qu'on peut avoir autour de nous. Donc ça aussi, c'est assez intéressant à aller voir. Donc le deuxième thème, c'est la géochimie, transfert de l'eau et des contaminants dans l'environnement. Donc là, il y a beaucoup de
chromatographie ionique, on retrouve encore des analyseurs type spectromètre optique avec laser, type CRDS pour les Picaros, ou d'autres systèmes, on en reparlera un petit peu après. Encore les ICP-MS, donc un autre ICP-MS, pour une fois, pas du thermo, mais du analytique IENA. La paléoclimatologie et paléocéanographie, donc là aussi, encore des instruments différents. En haut, à gauche, un IRMS destiné à la mesure des isotopes argon, azote dans les glaces. À droite, un IRMS élémentaire. On change de fournisseur associé à chromatographie et analyseur élémentaire, là, dédié à l'analyse de la cellulose dans les cernes d'arbres. En dessous, on a une rangée d'analyseurs de spectromètres optiques laser SARA O2. Donc ça, c'est des systèmes qui ont été développés au LIFI à Grenoble en collaboration avec le LSCE. Et la technologie a ensuite été exportée et vendue par une société grenobloise, AP2E. Donc voilà, donc maintenant, on essaye de se tourner plutôt vers cette société-là plutôt que d'acheter du Picaro. Voilà, donc s'il y a des gens qui sont intéressés, pensez à AP2E. Je fais un peu de pub. Hein, aucun intérêt personnel. Hein, aucun intérêt personnel. On n'est pas actionnaire. Non, mais voilà, c'est une société française, c'est pas mal. Et ils sont très réactifs, contrairement à Picaro. Donc, Picaro, c'est un peu comme le cendrier de la voiture, il est plein. Hop, on jette l'encharge de la voiture. Voilà, c'est un peu le système. Donc là, P2E, il y a un souci, ils se déplacent, ils viennent sur site, ils réparent. Donc, ça marche très, très bien. Donc ça fait partie aussi des collaborations qu'on peut avoir justement avec des entreprises. Donc, c'est très intéressant. Donc, un système F-TIR en bas à droite, donc, qui est implanté à GEOPS pour de la microscopie. Et puis, tout en bas, système là aussi développé au LIFI en collaboration avec le LSCE. Donc ça, ce sont des prototypes qui viennent d'être rapatriés au LSCE sur la technologie VCOF CRDS, qui donne des précisions en fait 10 fois supérieures à ce qui est donné par un Picaro ou un SARA, typiquement. Donc, c'est une technologie un peu plus pointue qu'on essaye aussi d'emmener sur le terrain. C'est un petit peu plus difficile. Donc là, on est en phase d'étude, en fait, sur tous ces systèmes-là. Mais le système est fonctionnel. Et donc, il va permettre de travailler sur l'oxygène 17 dans les glaces et une autre application sur les clumps isotopes avec le delta 47. Voilà. Et pour terminer, donc, à gauche, un collecteur de fractions, donc toute la partie moléculaire. Transfert sédimentaire, diagénèse et ressources. Donc là, j'ai mis en avant une balance de Curie donc, pour tout ce qui est magnétisme, avec encore un magnétomètre à droite. En bas, des systèmes de microscopes de force atomique. Donc ça, tous ces systèmes-là qui sont vraiment plutôt axés cristallo, minéraux, c'est la partie GEOPS, par la partie magnétique. Je mets le granulomètre laser, en fait, il y en a plusieurs, à la fois au LSCE et à GEOPS, pour différentes activités. Et le corps scanner XRF, donc, qui est arrivé au laboratoire en 2018 et qui permet l'analyse de toutes les carottes sédimentaires du laboratoire, carottes sédimentaires, lacustres et autres. Donc le site web a été mis en place en même temps que l'ouverture de la création de la plateforme. Il permet en fait d'accéder à tout ce que l'on est en capacité de faire au niveau analytique, au niveau développement, avec différents types d'accès. Donc on peut accéder soit via le type d'échantillon, donc l'eau, les sols, la glace, la matière organique, soit selon les thématiques que j'ai citées précédemment, soit en fonction du type d'analyse, si on veut de l'isotopie, du moléculaire, soit en fonction du type d'élément. Donc là, si on veut une analyse isotopique sur un élément donné, il suffit d'aller cliquer sur la case et on va automatiquement aller voir les instruments et ce qu'on a capacité de faire. Donc, je vous invite à aller visiter le site tout simplement pour voir ce que l'on peut y trouver. Et donc, avec
des actualités et référencement de toutes les publications en ligne via HAL. Et enfin, pour terminer, donc le développement en cours de la plateforme et les actions en cours. Donc, je vais quand même parler du projet Geodia, qui a été financé par le Sésame Île-de-France en 2023. Et alors, c'est un projet qui n'a pas été financé du premier coup. En fait, le premier projet a été initié en 2021 par Eric Douville, qui est là. C'était un projet de 2 millions d'euros. Il y avait un certain nombre d'instruments qui étaient dedans. C'était un projet visiblement un peu trop important. Donc, on a passé les années, 3 années, pour être financé, en diminuant le budget chaque année, en faisant en fait financer des appareils via d'autres biais. Ensuite, le Fab Lab, donc démocratisation du Fab Lab, j'en ai déjà parlé, mais aujourd'hui, c'est quelque chose d'important quand on veut innover, quand on veut développer et qu'on veut être en capacité de gérer nous-mêmes nos propres développements. Donc, on essaye d'équiper ce Fab Lab et puis d'inciter les gens à utiliser et à participer. On forme, on fait des formations sur les matériels qui sont. Donc, j'ai noté le type de matériel qu'on pouvait trouver aujourd'hui. On met aussi en place, on essaie de mettre en place des fichiers sur lesquels on référence en fait tous les matériels, les consommables qui sont pas utilisés, plus utilisés, de manière à essayer de faire un magasin de plateforme et qui puisse servir à tout le monde de manière à ne pas racheter du matériel qui est déjà présent sur place. On fait aussi la même chose pour tout ce qui est matériel de terrain. Qu'il n'y ait pas chaque équipe qui aille racheter le même matériel pour partir sur le terrain. Donc, on essaye de mutualiser tout ça. On est en train de déployer aussi le cahier de laboratoire électronique du CNRS, comme j'ai entendu que c'était fait en tant que labo pilote au BIAM. C'est aussi le cas au LSCE, c'est pas sans mal, mais voilà. Mais ça va se faire. Voilà, c'est en cours. On ouvre les accès, on est en train d'ouvrir les accès. C'est assez compliqué, mais bon, c'est pas le lieu de discuter de ça. On noue des contacts avec les entreprises. Donc, les contacts en cours actuellement, c'est Servier, Air Liquide, Eurofin principalement. Donc, à la fois pour des collaborations scientifiques et à la fois aussi parce qu'on est forcément intéressé par leur matériel, où eux, ils ont des procédures de renouvellement en fait de façon régulière, et ce qui permet d'avoir accès à du matériel en très bon état à des coûts très faibles. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement intéressant. Et puis, on est en contact aussi avec d'autres laboratoires, une convention qui a été signée avec l'IRSN en 2023 via GEOPS. Et on a une rencontre programmée avec Ecosys d'AgroParisTech qui est arrivé sur le plateau en 2023. On a aussi des projets avec l'astrophysique. Alors, il y a des projets d'acquisition d'instruments. Donc, ça a déjà été le cas, notamment sur l'acquisition du MEB l'an dernier. C'est un projet en collaboration avec le département d'astrophysique du CEA. Il y a aussi des mutualisations sur les ateliers de mécanique sur tout le site de l'Orne, les différents ateliers. Et c'est vrai qu'il y a des machines qui sont différentes. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des besoins partout. Et plutôt que d'aller faire de la sous-traitance à l'extérieur, si on peut gérer tout ça en interne, c'est une bonne chose. Donc, tout ça, ça se met en place. Et puis, il y a des contacts avec les collectivités, notamment avec le cluster EMS au milieu sol, qui est un cluster régional qui réunit à la fois des scientifiques, à la fois des collectivités locales et à la fois des entreprises. Et puis enfin, je termine avec une photo. Alors, une photo de la Carotech. Alors, ce n'est pas un instrument, mais c'est un lieu indispensable aujourd'hui, en fait, à ce qu'on fait ici. Il y a beaucoup de campagnes océanographiques ou terrestres d'ailleurs pour récupérer des carottes sédimentaires, pour récupérer des carottes de sol, pour récupérer des carottes lacustres. Et il faut des conditions bien particulières de température et d'hygrométrie pour permettre le stockage de ces carottes. Donc actuellement, on a une surface, on a 800 mètres carrés qui sont situés sous le parvis du château du CNRS à Gif-sur-Yvette, où on a des températures qui sont relativement constantes au cours de l'année, avec une hygrométrie pareille qui est régulée parce que c'est pas isolé, donc on est en contact, ça respire. Donc c'est parfait. Ici, on a essayé d'installer des systèmes mécanisés pour gérer l'hygrométrie de la température. En fait, ça marche pas bien.
Donc, on ne peut pas. Donc, on fait juste du transit, mais on ne stocke pas. Et donc, ce lieu est très, très important pour la plateforme. Voilà, je vous remercie. Merci. On rassemblera peut-être les questions après. Okay, now we switch to the presentation of given by Momo Sabati. Je peux partager l'écran. Vas-y, essaye. Alors, partager. Ça marche, vous voyez? Oui. C'est bon. C'est bon. Bon, ben, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement l'ensemble des plateformes et des plateaux techniques qui sont présents au BIAL. Et après, je vous présenterai plus en détail Phytotech, une de ces plateformes, et Yongwa vous présentera Heliobiotech, dont elle a la responsabilité. Donc là, vous avez une diapo que vous a déjà montré hier David. Nous avons en fait 7 plateformes ou du moins des plateaux techniques mutualisés, donc qui ont des tailles différentes et des organisations différentes du fait de cette taille. Et certaines sont adossées à des laboratoires alors que certaines sont gérées individuellement. Donc, il y a Phytotech que je vous présenterai ensuite qui est dédié à la caractérisation et à la culture des plantes. Heliobiotech, tout ce qui est plutôt algues et donc lipides. Donc ça, c'est des plateformes qui existent depuis un certain temps, comme Zoom. Alors Zoom, c'est une plateforme de microscopie. Il y a différents microscopes à l'intérieur, optiques, confocales, spinning-plus, et il y a un microscope Raman qui a été obtenu très, très récemment. Nous avons également une plateforme de protéine tech qui est spécialisée dans l'expression, la purification et la caractérisation des protéines. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Donc, il y a eu acquisition de matériel pour justement caractériser ces protéines et c'est Marina Siponen qui en a la responsabilité. Nous avons également de la caractérisation des ions, donc Ionotech avec 2 ICP, ICP-MS et ICP-AES. Également, depuis un certain nombre d'années, on a eu un laboratoire qui permet la manipulation de radionucléides et d'isotopes. Donc, c'est SALTO, donc c'est à la fois pour les plantes ou pour la microbiologie. Donc, c'est une zone qui est contrôlée et qui permet de manipuler ce genre d'éléments. Également, récemment, donc, nous avons une cellule de bioinformatique et de biostatistique. Donc, c'est du personnel qui est présent dans certaines équipes et qui offre son aide à des personnes qui veulent faire ce genre d'études et qui n'ont pas les capacités. Donc, voilà sur la description de ces plateformes. Alors, comment elles fonctionnent? Donc, je vous ai dit qu'elles étaient de taille et d'organisation différentes. Bon, dans l'ensemble, elles sont utilisées par le personnel du GAN, mais également sous forme de collaboration ou de prestations avec des partenaires extérieurs, qu'ils soient du public ou du privé. Donc, pour son organisation, il y a une charte qui a été écrite pour chacune de ces plateformes avec un comité de pilotage local qui permet à la fois de prendre des décisions, par exemple pour l'achat de nouveaux équipements ou s'il y a trop de demandes et qu'il faut choisir sur certains projets. Donc, il y a un compte d'exploitation qui est édité et avec un tarif, une grille tarifaire, et l'utilisation de ces plateformes est facturée aux utilisateurs, même si c'est ceux du bien. Et pour toute utilisation de ces plateformes, il y a un contact qui se fait par le manager de la plateforme. Donc voilà, je ne rentrerai pas plus dans les détails.
pour les différentes plateformes. Je vais maintenant vous présenter Phytotech, dont j'ai la responsabilité. Donc, Phytotech, c'est une plateforme qui est spécialisée, comme je vous le disais, dans la culture des végétaux et leur caractérisation. Donc, cette plateforme-là, c'est une plateforme qui a un rang d'équipe avec un personnel qui est totalement dédié à la plateforme. Donc, il y a actuellement 6 personnes avec des profils très différents, donc, parce qu'on a besoin à la fois des compétences en biologie, en électronique, en contrôle-commande, mesures physiques, etc. Donc, au niveau des équipements, nous avons des phytotrons pour les cultures, on va dire, de type classique, en grande quantité. Nous avons des 8 chambres de culture qui vont être plutôt dédiées à des conditions de culture particulières ou au contrôle de l'atmosphère gazeuse. Une chambre de phénotypage et de croissance IMAPLAN qui permet d'étudier la réponse des plantes à un changement de climat dynamique. Et pour maintenir tout ça, également pour faire de l'innovation, nous avons la chance d'avoir un atelier électronique et un atelier d'électromécanique qui nous permettent de gérer tout ce matériel. Donc, pour les phytotrons, donc nous avons, avec le déménagement, nous avons pu avoir des phytotrons entièrement neufs. Donc, nous avons 11 phytotrons et 2 phytotrons in vitro, qui représentent à peu près 100 mètres carrés de surface cultivable qui est adaptée aux OGM. Donc ça, c'est pour Cadarache, mais à Lumini, ils ont également des phytotrons qui sont tout neufs, et parce que pour Marseille et Cadarache, ça fait une certaine distance, c'est pas possible d'avoir qu'un seul type d'installation. Donc, ils ont leurs propres phytotrons et qui leur permettent de cultiver les plantes. Donc, dans ceux de Cadarache, donc nous, comme je vous disais, 100 mètres carrés de surface, nous avons eu la chance d'avoir dernière génération d'éclairage à LED avec un spectre qui est très proche de celui du soleil. Et justement, des intensités variables. On peut faire aussi de très fortes intensités, jusqu'à 1200 micromoles de photons. Donc là, on fait varier la température, l'humidité et l'éclairage. Et donc, le fait d'avoir un nombre important de phytotrons nous permet d'avoir des conditions de culture assez différentes et de s'adapter à la demande qu'on va de plus en plus vers des plantes d'intérêt agronomique. Donc, ça peut être du maïs, des patates, du tabac, du soja. Bon, voilà, on est de plus en plus vers ce type de plantes, alors qu'avant, on était essentiellement sur de l'Arabidopsis thaliana. Donc, les chambres de culture, donc elles ont une surface plus limitée, hein, donc ça fait 0,5 mètres carrés, mais une hauteur variable. Donc, elles nous permettent d'avoir des conditions, on va dire, plus extrêmes, par exemple, des très faibles températures avec une forte intensité lumineuse qui génèrent des stress oxydants notamment, et qui permettent aux chercheurs de générer ces stress et de voir les conséquences sur les plantes. Également, ce qui fait leur caractéristique, c'est qu'elles sont complètement étanches. Donc ça nous permet à la fois de suivre les concentrations gazeuses, donc la consommation de gaz carbonique, la respiration, qui nous donne une idée de la photosynthèse également, mais nous permet de faire du marquage avec des isotopes stables, donc essentiellement le carbone 13. Donc on injecte du gaz carbonique C13 et on obtient un marquage de toute la plante à des très fortes concentrations supérieures à 95%. Donc on est un peu les seuls à faire ça sur la France. Mais cette étanchéité nous permet aussi d'avoir d'autres types d'expériences et notamment mesurer par exemple l'impact des végétaux sur certains gaz à très faible concentration cette fois, donc par exemple comme les COV ou des gaz toxiques environnementaux comme le NO2 par exemple. On a déjà fait ce genre d'expérience. Donc voilà. Donc, alors, IMAPLAN, Nathalie, vous en avez parlé. Donc, IMAPLAN, c'est une chambre qui permet à la fois la culture et le phénotypage des plantes en un lieu, sur le même lieu. Pas besoin de sortir les plantes pour les caractériser. Donc, elle est issue totalement de la recherche et développement du BIAM. Hein, donc, c'est Bernard Gentil qui avait eu l'idée et donc on a développé ça grâce à Phytotech et on va dire grâce à Phytotech.
Et du coup, donc voilà, donc qu'est-ce que c'est cette chambre IMAPLAN? Donc elle permet la culture de 80 plants d'Arabidopsis thaliana dans des conditions très finement régulées, donc de la même façon, humidité, température, qualité de la lumière et quantité de la lumière, et la concentration en gaz, notamment en gaz carbonique. Donc, et cette régulation est très rapide, donc ce qui permet de simuler des changements de climat rapides et de voir la conséquence sur les plantes. Alors, comment on analyse les effets de ces changements sur les plantes? C'est grâce à un robot que vous pouvez voir là et qui se déplace au-dessus des pots et qui a 3 caméras embarquées. Donc, une caméra visible qui permet de suivre la superficie des feuilles et donc la croissance des plantes. Une caméra infrarouge donc, qui permet de mesurer la température des feuilles et donc en relation directe avec l'ouverture des stomates. Et également une caméra de fluorescence qui permet de mesurer la photosynthèse au niveau des feuilles. Donc, ceci génère un nombre très important de données qui sont gérées par un logiciel Imadata qui permet de suivre à distance et en continu ces paramètres-là. Donc, ceci, comme je vous le disais, a été réalisé grâce aux ateliers d'électronique et d'électromécanique, donc qui nous permettent à la fois la maintenance de l'installation, mais également, je vous le disais, de l'innovation. Donc, IMAPLAN en est un modèle client. Et également, là, je vous ai mis d'autres exemples, par exemple des plafonniers à LED avec de la lumière rouge, de la lumière blanche qui ont été carrément, pour les chambres de culture qui ont été construits dans ces ateliers, mais également pour d'autres laboratoires du BIAM, par exemple, c'est ce carrousel que vous pouvez voir en bas qui permettent, c'est des robots d'imagerie qui permettent de prendre en continu des photos de boîtes de pétri en même temps qu'elles sont cultivées dans des espaces. Voilà. Je vais maintenant passer la parole à Yonghua qui va vous présenter Héliobiotech. So, can you hear me, Monique? Oui. Yes, okay. I have to ask you to help me forward the slide later. So, for those who are here yesterday, I'm sorry, it's again me. So, I have only 5 minutes to present. So, today it's about the platform Héliobiotech. If you have been to BIAM, our institute at the Kadash, it's almost one of the must-see. So, we have too many visitors all the time. So, just to tell you, it's very visible. And I also want to explain to you why we established that platform, a little bit of history as well. Often we hear the great project is driven by beautiful ideas or minds, but I think it's also driven by technology development. And this is often a little bit in the obscure, the dark side of the story. So this is about the development of technologies for science. And so yes, sure. So I forgot to say, but in the first slide, we have 3 engineers, really highly qualified engineers, and we have 2 scientific advisors. And Gilles is here more on physiology and culture of microalgae and the gas exchange measurement. We have also a lipidomics platform or plateau technique. It's more led by Fred. So, and we have also a steering committee similar to other platform in the BIAM. Can you forward, please? Yes. So a bit history, and when we think about CEA Kadash, and even if just when I was recruited in 2009, and if I go to other meetings, people heard about this Kadash for microalgae cultivation. So in the 70s and 80s, there's already some private and public with CEA, of course, and to build structures in, I think it's a kind of petroleum, I don't know how to say that. There's a problem in the international level for looking for alternative energies. So I already start to cultivate algae. And in those days, of course, we cannot do much except growing and looking at how they grow and nutrient and change conditions and very physiologic. But somehow that helped establishing the strong research teams in Kadash on photosynthesis. So everybody working on photosynthesis, they know CEA Kadash. And so in 2009, and Gilles is here in the audience, and he started this idea of build a platform to have more visibility and to really structuration of research toward
for biofuel, bioenergy. Of course, we do very fundamental research, but with a long goal, if we can use microalgae for bioenergy, and this is in 2010. So since last 5 years, I've been leading a research project. I realized the importance of any project. If you scientists, you have ideas, is not enough. And we also have to have political support of the structure you are in, either CEA or CNS or university. So I just want to give a special word to Thierry. At the time, he was leading the institute at CEA. I'm sure when Gilles got money and has a really strong support of Thierry. So they got money. I was not yet recruited. And from the state region, this famous CPER project. So that allowed the creation of this platform. And we bought many number of different instruments to do algae and lipid, I'll show you. And also, I think thanks to this increasing visibility and the structuration of the project, so that's also allowed me to get the position. So I was recruited by the CEA. And since then, the lab that has grown a lot, as I showed before, we start from 10 people, and then now we have almost 30 people. And the platform is also labeled now by EBSPA. It's an industrial platform, European level. There's a French network, but there's well integrated into a Europe level. At the moment, it's still to create a visibility and to create a way of communication with industry, with the European, and also with the French different governing bodies. So the goal, of course, is to explore the potential microalgae for bioenergy, bioproducts, or even for climate. So the tools we developed, because we built a tools based on what we need to answer the scientific questions that we ask. So globally, we can classify into 3 different areas. One is algae cultivation. Algae compared to plants. So I worked both on algae, microorganisms, fungi, and plants and algae, and they are very flexible. Or it's kind of an advantage because they are flexible. So they make so many different products for us. So they are present everywhere. But in terms of experimentation, that gave additional challenges because anything you do in the lab has to be reproducible. So that gave a layer of why we need a very controlled culture. So we have a different level of cultivation in a typical microbiology labs and also photobioreactors. So we control light, light period, light intensity, also different level of control of culture. And then we study also how algae assimilate CO2, photosynthesis, how we can channel more energy provided by light to convert solar energy into chemical energy. So we do a range of physiological and genetics with a recent recruitment of Florian Vier by the CEA. It's a CEA position. And so we are more enforced in genetic manipulation and genome editing of microalgae that allow us to ask even deeper questions, not only stay at the level of physiology. Physiology is great, but it describes what we want to know as a given state and given moment of life of a cell. But genetic engineering, genome editing, allow us to validate our theory or our observation. And so, of course, I'm more lipid side, so we also have all the tools that allowed us to do very, very forceful lipidomics analysis. I will give a little bit detail on each side. Forward, please. Monica? Yes. Yes. It's okay. Thank you. So from algal cultivation, I said already, dependent questions we ask at different level of control for cultures. And Gilles is a specialist on this gas exchange measure. He probably will talk just after mine later on about how we can follow the changes in different gas changes by either photosynthesis or respiration. We have also developed some, I wouldn't say so high throughput, maybe more medium throughput screens that allow us to trace by chlorophyll fluorescence measurement or by staining or lipid droplet or flow cytometry, so different culture development. Next, please.
And example are lipid, we know how we analyze lipid, hundreds of molecules inside cells, we have the extraction, how we extract at a given state, can we have a snapshot of a given metabolome or lipidome of cells will require at least 3 or 4 different level analysis. Depends on the scientific question you ask, we can choose one or the other. We might not need all this, just to tell you. And I'm running out of time. Please, yeah, so we have a divided, we are very visible in the local or in the national level, in the international level. We are collaborate not only with researcher, academic labs, but also with industrial labs. And so we have collaborators or students from all over the world. Next, please. And overall, we also participate teaching, training of students and BTS students and different PhD and different levels. And we also secured a lot of money to run this platform. So I think this is last slide. Yeah, it's okay. Thank you for your attention. Thank you. Yeah. And we can take 1 or 2 questions. Questions. Votre plateforme ici, elle est ouverte sur l'extérieur. Vous arrivez à faire rentrer de l'argent et par conséquent, c'est anecdotique. Est-ce que vous connaissez la difficulté Alors, oui, elle est ouverte sur l'extérieur. La prestation industrielle est relativement faible. C'est ce qu'on essaye un petit peu de développer, mais de façon raisonnable, on va dire, parce qu'il y a aussi beaucoup de recherche qui est effectuée. Donc aujourd'hui, c'est principalement de la facturation en fait académique sur projet, ce qui se fait sur les machines. Mais on essaie de développer un petit peu. On rentre un petit peu d'argent. En fait, alors le fonctionnement de la plateforme, quand on fait de la prestation, il y a 80% des sommes qui reviennent dans les équipes qui font la prestation. Il y a 10% qui remontent à la direction, donc sur le laboratoire. Il y a 10% qui reviennent en fait à Panoply. Pour la gestion, on va dire courante, de ce que nous on veut proposer en type de formation, en type de développement, notamment aménagement du Fab Lab par exemple, se fait sur ce type de projet, ou cofinancement, par exemple, sur le projet Geodia, la plateforme Panoply a mis 25 000 €. C'est faible par rapport au projet de 1 million ou 2 millions, mais en ce qui nous concerne, nous, c'est pas Ça, c'est parce que chacun de votre personnel est rattaché à une équipe. Donc, quand il travaille, ça revient en partie sur l'équipe. Exactement. D'accord. Il n'y a pas de responsabilité. Ça, c'est historique du labo. L'argument, sorry. Voilà. Moi, je veux savoir. Les ingénieurs sont chez eux, les chercheurs, c'est ça. Quand vous le faites chez vous, c'est le même. C'est la solution.